Bien, bonjour à tous et bienvenue à notre atelier cyclable. Madame la vice-présidente du département, Madame la directrice, chers invités, c'est un grand plaisir et une profonde conviction que nous accueillons à l'atelier cyclable la semaine du réemploi, l'exposition matière grise. Face à la double crise de la matière, entre épuisement des ressources et accumulation des déchets, notre mission et celle du CAIE se rejoignent en un trait d'union qui explore courageusement le potentiel du réemploi dans le domaine de l'architecture. Réemployer, c'est reconnaître que les matières premières ne sont plus à rechercher loin de nous, mais sont déjà présentes dans nos villes, nos bâtiments, nos infrastructures. C'est changer de perspective et considérer la matière non plus comme un déchet à éliminer, mais comme une ressource à valoriser et à préserver. C'est repenser toute une chaîne de production, de savoir-faire, et réinventer notre façon de concevoir et de construire. Pour l'atelier cyclable, accueillir cette exposition et les rencontres qu'adresse est une étape essentielle dans l'émergence de la branche architecture et réemploi. Nous sommes fiers de contribuer à cette dynamique aux côtés des porteurs de projets tels que Studio Imago, Adrien Pierre ou Jérôme Duncan, lauréat des trophées 2024. Pour Cyclades, cette exposition fait écho aux défis posés par les nouvelles responsabilités élargies des producteurs, les REP, en particulier des produits et matériaux de construction et de bâtiments. Elle souligne la nécessité de structurer toute une filière et de fédérer des acteurs variés autour du réemploi. Les enjeux du réemploi dans la construction sont immenses. Réduire le volume des déchets, faire émerger de nouveaux métiers, repenser nos pratiques pour un avenir plus durable. En inaugurant cette exposition, nous lançons un appel à l'action collective, à l'innovation, à la créativité. Ensemble, réinventons notre façon de construire et de consommer. Je vous remercie. Voilà, je passe la parole à Dominique. Merci, Monsieur le Président, mon cher Jean. Mesdames, Messieurs, donc je suis accompagnée évidemment de ma directrice de CAIE, sans laquelle je ne peux rien faire, donc qui nous surveille et qui organise avec tous les collaborateurs, avec tous les collaborateurs du CAIE qui organisent toutes ces belles expositions et toutes ces 2 ans, puisque c'est un cycle de 2 ans que nous faisons, 2023-2024, sur cette thématique du réemploi, de la frugalité. Et donc, c'est aujourd'hui une des expositions et un des parcours que nous avons depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais au département. J'ai dit, mais je vais à l'exposition du CAUE, l'exposition matière grise. Et évidemment, j'ai fait beaucoup rire tout le monde, mais rire, justement, c'est très bien, parce que par le rire, on fait passer beaucoup de choses en disant, mais c'est une exposition sur la matière grise, parce qu'il faut consommer plus de matière grise pour consommer moins de matières premières. Et là, évidemment, c'est quelque chose, une phrase choc qui a fait réfléchir un petit peu tous ceux qui étaient autour, tous les conseillers départementaux qui étaient là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Matière grise contre matière première. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on veut faire avec le CAUE et avec vous tous, de moins consommer. Voilà, donc on a donc cette exposition, notre thème qui était faire avec, donc autour de cette exposition matière grise, donc cette exposition qui a été produite il y a 2 ans par le pavillon, non, 10 ans, j'ai dit 2 ans, oui, non, 10 ans, pardon. 10 ans par le pavillon de l'Arsenal et qui nous montre donc les exemples qui ont été pris dans le monde entier. Et puis, quelques exemples locaux et quelques exemples de Charente-Maritime. Donc, le secteur du bâtiment, vous le savez tous, c'est à l'origine de 70% des déchets qui sont produits en France chaque année, à peu près 40 millions de tonnes, et l'un des plus gros émetteurs de CO2. Donc, on est crise climatique, diminution de biodiversité,
impact de l'environnement sur la santé humaine, raréfaction des ressources. Donc, ça nous oblige. Et ça nous oblige donc à considérer ce qui était autrefois la norme dans les années 50. Et une des premières ressources est également le sol. En France, chaque année, c'est entre 25 000 et 30 000 hectares de sols naturels ou agricoles qui sont artificialisés. Donc ces sols sont excessivement imperméabilisés, souvent pollués et délaissés. Mais c'est aussi, bien sûr, à côté du sol, c'est aussi l'eau, c'est aussi le sable, c'est aussi les métaux, les forêts. Donc beaucoup de ces matériaux ne sont pas renouvelables et les matériaux extraits ou transformés nécessitent beaucoup d'énergie et génèrent bien sûr beaucoup de pollution. Donc il s'agit maintenant de passer à une économie linéaire, enfin d'une économie linéaire à une économie circulaire, et particulièrement dans le bâtiment, tout en sensibilisant et en formant tous les acteurs de ceux qui fabriquent la ville avec l'appui des acteurs politiques territoriaux. Donc j'ai mobilisé les acteurs du département avec cette formule de faire en sorte de consommer de la matière grise pour consommer moins de matières premières. Donc faire avec, c'est notre obligation qui s'impose à nous tous et toutes, qui devenons des ménageurs de la ville. Donc ménageurs, c'est-à-dire ménager notre ville et notre cadre de vie. Donc faire avec l'urbain, les bâtiments, les matériaux, la nature, les habitants, grâce à l'intelligence collective de l'ensemble des parties prenantes des projets. Donc, avec l'État et les collectivités territoriales, on a un objectif de valorisation de 70% des matières et des déchets qui sont produits sur les chantiers de construction. Et donc, dans ce contexte, le réemploi des matériaux de construction, déconstruction, est une solution qui permet de réduire la quantité de déchets de chantier et l'impact environnemental. Donc, je vais laisser place à la table ronde maintenant. La table ronde sur l'émergence des nouveaux acteurs locaux liés à l'économie circulaire dans le bâtiment. Donc, cette dernière table ronde va être animée par Pénélope Fléché, qui est architecte, qui accompagne le CAUE sur cette thématique, et depuis, cette thématique depuis 2022. Et donc, nous remercions bien sûr chaleureusement pour son implication. Et autour de notre table sont invités Mathilde Billet, d'ODEIS, elle est où? La voilà. Mathilde Billet, Pierre Vincent, il est passé où? Il est derrière, j'avais vu, de l'atelier Cyclable, Pascal Mirat-Biti, qui est là, voilà, bon. Adeline Arnaudot de Bricothèque, voilà, Oléronèse. Et Mathieu Ferret de l'entreprise Charrier, et Planète Réemploi, oui, de l'entreprise Charrier et Planète Réemploi, et Philippe Hortan de chez Révalor, qui est par là. Donc, je vous remercie évidemment tous pour votre participation à cette table ronde. Et puis, après, nous vous proposerons de partager un verre zéro déchet. Donc, et puis, je remercie bien sûr nos partenaires de nous avoir accueillis, l'atelier Cyclable et Jean Goriot, son président, qui nous accueille toute la semaine, et évidemment aussi ODEIS, donc le groupe Frugalité heureuse et créative en Poitou-Charentes, les Mères pour la planète, il n'est pas là, monsieur, et la CAPEB 17 et la FFB 17. Voilà, je vous laisse maintenant entre les mains des animateurs de l'atelier. Merci à vous tous. Allô? Ah, c'est plus l'ambiance Stade de France. Pardon, alors on va enlever ce micro, on va le jeter quelque part et on va garder celui-ci. Non, on ne le jette pas, pardon, on le réemploie. La thématique de la table ronde, c'est quels sont les nouveaux acteurs et les nouveaux métiers émergents du réemploi. Pourquoi on se pose cette question? Eh bien parce que pour faire du réemploi, c'est bien d'en prescrire, c'est bien d'en vouloir ou d'en avoir, mais il faut des maillons en fait entre ces deux étapes. Et là justement, on a essayé de faire une représentation un peu des maillons. Ah.
Est-ce que c'est... Ouais. Ça revient du coup. Ah non, c'est bon. Ouais, pardon. Ouais, qui sont des maillons un peu essentiels au fait qu'on mette en place le réemploi, qu'on passe à l'action, donc là vraiment la mise en place opérationnelle, et aussi la structuration de la filière à l'échelle locale, puisqu'on structure une filière à l'échelle locale. Donc l'idée, c'est ils vont chacun présenter leur tour 5 minutes. Je vais être le maître du temps, donc vous allez voir, je vais être intransigeante, parce qu'ils sont 6, donc ça va faire 30 minutes de présentation, un peu rapide. Et après, ils vont être invités à poser une question, chacun leur tour à un intervenant, donc ils sont obligés d'écouter aussi les présentations des autres. Et après, on passera le micro pour que vous puissiez réagir sur ce que vous avez entendu, poser des questions, etc. Est-ce que ça vous va ? Ouais. Bon, on a déjà fait le test à La Rochelle, ça n'a pas trop mal marché, donc on espère que ça va marcher aussi cette fois-ci. Et pour commencer, Pierre, je te passe le micro. Merci. Donc Pierre Vincent, je suis coordinateur à l'atelier Cyclab, où vous êtes. Je vais être assez court en fait, parce que vous avez pu faire des visites, je pense, du lieu. Donc vous êtes bien imprégné de la fonction du lieu et de l'esprit du lieu. Donc, nous, à l'atelier Cyclab, on essaye de donner à voir ce qu'il y a comme ressources sur le territoire en termes de matériaux. Tout ce qui... Ah, on a un petit retour sympa. Bienvenue ce soir parmi nous. Je ne sais pas pourquoi il y a cet effet. Ah, c'est quand il y a l'image. Ah, est-ce qu'on peut nous mettre le diaporama? Ouais, super. Alors, comme j'ai pas de diaporama, voilà. Mais... Ouais, non, c'est pas le même. Donc à l'atelier Cyclab, on accueille des porteurs de projets qu'on encourage à se lancer dans l'économie circulaire et on essaie de leur mettre un maximum de moyens à disposition, donc moyens humains en les accompagnant. Moi, c'est ce que j'essaie de faire de mon mieux en tant que designer pour réaliser des prototypes à partir des matières qu'on récupère et qu'on sauve des bennes. On essaie de les mettre en lien avec des projets sur le territoire, avec des collectivités qui ont des chantiers de déconstruction ou de construction ou d'aménagement. Voilà, de les mettre en lien avec des entreprises. Voilà, en gros, un petit peu ce que c'est. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le lieu, parce que c'est quand même le lieu qui parle le mieux, n'hésitez pas à demander à faire un petit tour dans les espaces après. Je reviens juste, je contextualise juste. Donc, l'atelier Cyclab est porté par le syndicat mixte Cyclad, donc syndicat de collecte des ordures ménagères, qui a lancé ce laboratoire d'économie circulaire en 2017. Donc, on est une rotule, une charnière entre les habitants, les artisans et les matériaux. Voilà, donc on essaye de favoriser plein d'initiatives. Donc on est très content d'accueillir l'expo sur les réemplois de matériaux de construction parce qu'on essaie de pousser à fond cette branche des PNCB, des matériaux de construction, des produits et matériaux de construction du bâtiment. Parce que c'est un déchet problématique sur le territoire et on a des quantités énormes et il y a des éco-organismes qui émergent pour prendre en charge ces matériaux de construction. Donc on veut favoriser un maximum les acteurs qui vont vraiment faire du réemploi derrière, favoriser la réutilisation, voilà, et pas juste faire du recyclage. On en parlait tout à l'heure pendant la réunion avec ODIS. Voilà. Ensuite, Mathilde Billet d'ODIS. Est-ce que tu peux présenter, s'il te plaît, Mathilde ? Alors du coup, moi je vais parler aussi de mon parcours parce que c'était un petit peu, mais du coup j'aurais peut-être des questions sur ton parcours. Moi j'ai déjà un peu présenté tout à l'heure ODIS, mais il y a plein de gens qui n'étaient pas là. Donc simplement, ODIS c'est une association qui fait partie des centres de ressources en France. Donc en grosso modo, toutes les régions sont dotées de leurs centres de ressources qui ont pour vocation à accompagner les changements de pratiques dans la construction pour qu'elle soit plus durable, notamment autour du biosourcé, géosourcé et réemploi et économie circulaire. Voilà. Et donc, le rôle d'ODIS à l'échelle de la région, c'est d'animer les différents milieux sur des thématiques de la performance énergétique et environnementale, de consolider et mettre à disposition des retours d'expérience, de faire des visites de chantier, une sorte d'observatoire aussi, d'accompagner la structuration des filières,
comme par exemple au travers des échanges qu'on a fait cet après-midi pour comprendre quels sont les besoins grâce aux acteurs de terrain, pour mieux savoir comment on va pouvoir discuter avec les politiques publiques en place, voilà, comment on va réussir à créer du lien pour créer des réseaux autour de ces filières qui sont émergentes, et accompagner des projets exemplaires au travers de démarches volontaires de maîtrise d'ouvrage qui veulent porter, d'architectes ou d'équipes de maîtrise d'œuvre. Voilà, donc bon, son histoire, c'était une association. Elle vient du plan national bâtiment durable de 2018 notamment. Voilà. Ce qui est intéressant dans la structuration d'ODI, c'est qu'on a des petites antennes un peu partout sur le territoire, parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est très grand, si bien que typiquement, dans le cadre de mes fonctions en tant que responsable économie circulaire et emploi, j'ai des oreilles et des yeux au travers du territoire, et plus facilement, je vais être en lien avec les acteurs locaux pour comprendre quels sont leurs besoins sur le volet économie circulaire, et aussi pour transmettre des informations. En fait, nous, on fait prisme de diffusion à la fois sur des réglementations à l'échelle nationale et des informations à capter, et en même temps, on les récupère pour les faire remonter à l'échelle nationale, notamment auprès des éco-organismes dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, c'est 380 adhérents avec des partenaires qui nous soutiennent, notamment la région et l'ADEME, voilà. Et après, des collectivités. Alors après, si je rentre dans mon parcours plus personnel, moi, j'ai travaillé, je suis architecte HMONP. À l'origine, j'ai travaillé en agence d'architecture pendant 6 ans, notamment chez Encore Heureux, et un des premiers projets que j'ai dessiné autour du réemploi, c'était le pavillon circulaire avec les portes. Et en fait, au moment où je suis arrivée chez eux, l'exposition matière grise était en place au pavillon de l'Arsenal. Et puis très vite, je me suis rendu compte que moi, je voulais faire que ça, du réemploi. Et donc j'ai intégré l'équipe de Bellastock, qui était alors une association. Et je me suis consacrée exclusivement au déploiement du réemploi en France. J'en ai eu la codirection au moment où on a fait la transformation juridique de format associatif à société coopérative d'intérêt collectif. On était 3 à la codirection. Et je portais aussi toute la direction sur le volet économie circulaire. Donc, je faisais monter en compétences en interne, parce que tout ça, c'était des nouvelles pratiques. Je formais en interne, et puis aussi à l'extérieur, je continuais à donner des conférences, à apporter des projets à l'échelle nationale, ou comme le projet FCRBE, qui est un projet Interreg, mais aussi des projets beaucoup plus ponctuels. Et d'ailleurs, je suis très contente de retrouver du coup en Nouvelle-Aquitaine des gens que j'ai pu former via ODIS pendant plusieurs années, parce qu'ODIS c'était les premiers à lancer les formations réemploi à l'échelle nationale. Voilà, donc c'est sympa de se revoir. Et puis, il y a eu un moment charnière, donc après ces 7 ans, en fait, ça a été l'occasion pour moi de passer à autre chose. C'est que j'ai été retenue pour faire une résidence à l'étranger, et j'ai choisi de partir dans la ville de Portland, en Oregon, parce que le territoire d'expérimentation, c'était les États-Unis, pour aller voir comment se pratiquait l'économie circulaire, et plus exactement le réemploi, dans cette ville que j'avais identifiée comme pionnière aux États-Unis, notamment par le fait qu'elle ait mis en place une ordonnance de déconstruction manuel. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les maisons qui ont été construites en 1940 ou avant ont l'obligation de déconstruire et de récupérer les matériaux. C'est une ville qui est ponctuée de près de 25 magasins de matériaux de réemploi, et qui se travaille à une échelle complètement différente que celle qu'on a pu explorer en France, qui est à savoir celle de la maison individuelle. Donc c'est beaucoup plus culturel, et c'est extrêmement local. Donc c'était vachement intéressant de pouvoir faire un vrai parallèle sur ces pratiques. Et du coup, voilà, j'en parlerai tout à l'heure, on en parlera parce que j'ai eu l'occasion de réaliser un podcast. Et puis aujourd'hui, donc en rentrant des États-Unis, je suis arrivée chez ODIS au travers de ce rôle de responsable économie circulaire réemploi, pour accompagner la structuration de la filière aussi bien à l'échelle régionale, mais surtout aussi à l'échelle locale, au travers de différents territoires qui ont différentes problématiques. Des territoires plus ruraux, des territoires urbains qui ont déjà une dynamique qui est très lancée. Donc nous, on va être plus en retrait, par exemple autour de Bordeaux.
la métropole de Bordeaux. Et justement, c'est intéressant comme on arrive quand même à s'inscrire un peu partout, et c'est notamment grâce aux antennes qu'on arrive à faire ce travail assez fin pour rassembler les gens et fabriquer un réseau petit à petit au travers aussi du lien, de la confiance, le fait d'avoir pu échanger des discussions, etc. Et je suis là aussi pour expérimenter une structuration de filière à une échelle très locale, qui est celui du territoire de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Voilà. Merci. Pascal Mira, du coup, de BT. Oui, bonjour. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter BT, qu'on a créé avec Edgar, qui est dans la salle, et Clémentine, il y a un peu moins d'1 an. On est... notre claim, c'est assez militant. Hein. On est assez militant dans notre manière de procéder. On accompagne, mais aussi on essaye de sensibiliser au travers de nos rendez-vous et des demandes. Donc, on est implanté à La Rochelle et on est une structure de l'ESS, on est une association. Et on est donc une structure de dépôt soigné de matériaux de bâtiment. Donc, en fait, c'est vraiment, on s'est mis sur cette niche-là volontairement parce qu'on s'est dit que c'était là qu'était le nœud du réemploi, à savoir bien déposer correctement un produit. C'est quand même le nerf de la guerre sur la manière de pouvoir le réemployer correctement. En particulier, je veux bien qu'on change la slide. Voilà. Où je vais le faire. C'est quoi? C'est là? C'est ça? Voilà. Non, alors non. Et on va revenir en arrière. Voilà. Et en particulier, donc moi j'ai un parcours d'architecte. Je suis architecte et j'ai travaillé, j'ai eu mon agence pendant 23 ans autour de la maison bois et de la construction bois. Et au travers de cette expérience, j'ai pu voir combien il était important de réemployer et combien déjà on générait de déchets. Donc c'était au travers de toute cette expérience et de mon expérience aussi de charpentière, puisque j'ai un CAP de charpente bois, qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on tourne notre activité autour de la dépose et de la dépose soignée. J'insiste là-dessus parce que c'est un mot qui est pas mal galvaudé, la dépose soignée. Mais pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on entend, et d'ailleurs dans nos démarches, quand on est appelé pour des dossiers de réemploi, on entend souvent dire « Ah oui, mais en fait, vous pourriez juste récupérer, et puis nous, on a des gars pour démolir et déposer. » On leur dit « Oui, si vous voulez, mais nous, on pense qu'il y a matière à déposer correctement et à déposer soigneusement et à stocker soigneusement. » Voilà. Donc, on travaille vraiment sur cet aspect du réemploi. Donc, toujours notre mission, hein, sauver les matériaux de l'ébène en donnant une seconde vie, toujours notre côté militant. Les chiffres, hein, sur l'impact des déchets du bâtiment, on les a tous eus toute la journée, donc je ne vais pas les répéter. Mais par contre, sur le réemploi, j'insiste, parce qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure, il y a la notion de réutilisation, de réemploi, de recyclage. Là-dessus, nous, on essaye aussi d'être assez didactique, parce que pour le coup, nous, on milite vraiment que sur le réemploi. Et le réemploi, c'est déposer pour réutiliser avec le même usage. Et pour nous, c'est la seule manière d'avoir zéro énergie, enfin pratiquement zéro énergie de dépenser au moment de la remise en œuvre sur le chantier. Donc on est vraiment dans ce militantisme-là pour essayer au maximum d'avoir un réemploi de qualité. Nos activités, elles se divisent en 3. Au départ, on était sur la dépose soignée et puis très rapidement, on a eu des demandes de diagnostic ressources et surtout, on s'est retrouvés nous-mêmes à faire des devis sur des diagnostics ressources pourris. Il faut être clair. Donc, on s'est dit, là, il faut qu'on y aille. Donc, on a décidé, nous, de proposer le diagnostic ressources quand on est appelé sur un chantier pour justement être certain d'avoir un document de qualité qui permet de véritablement voir ce qui est vraiment réemployable et déposable et pas un document qu'on peut difficilement exploiter. On essaie dans la mesure du possible, mais franchement, sincèrement, sur cette première année, ça marche assez bien, d'intervenir très, très en amont. Ça permet d'avoir un diagnostic ressources très, très en amont. Et ça permet donc d'organiser les flux de réemploi. Je viens à une question essentielle pour nous chez BT, c'est qu'on ne dépose pas si on n'a pas le repreneur. C'est-à-dire qu'on ne stocke pas, on ne gère pas le transport,
on cherche un repreneur avant d'avoir déposé. Et c'est pour nous la seule garantie d'avoir une démarche complète, viable et où il y a un minimum de déchets. Parce qu'on sait bien que quand on commence à stocker des produits, ils peuvent rester assez longtemps et finalement, ils finissent par repartir à la benne. Alors, je ne dis pas on est au démarrage, peut-être qu'on sera amené à stocker un petit peu. Mais en tout cas, dans notre démarche, on essaye de faire ce diagnostic ressources très, très en amont pour que les repreneurs soient trouvés avant de déposer. Et c'est le meilleur moyen pour nous, en sortant du chantier, d'avoir une mise à disposition pour le repreneur. Voilà. Merci. Adeline Ardozo. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un projet qui est mené par la communauté de communes de l'île d'Oléron. Donc c'est un projet qui est mené en interne par la collectivité. Donc je suis responsable adjointe du service, donc côté prévention, sensibilisation. Donc ce projet test qu'on a démarré alors un peu plus tôt que 2023, parce qu'on a fait toute une étude à partir de 2020. Et le lieu, donc le Bricothèque, a ouvert en juin 2023. Donc là, je vais vous montrer uniquement des photos, juste pour illustrer mes propos. Donc la collecte des matériaux, elle se fait principalement via les déchetteries du territoire. Donc on en a 3. Il y a un caisson réemploi qui est positionné sur chacune des déchetteries, avec un côté objet pour la ressourcerie qui était déjà en place depuis 2017 et un côté pour les matériaux donc, qui sont acheminés au Bricothèque via classiquement un camion à ion par un collecteur qui fait ça quasiment tous les jours. Donc sur les déchetteries, donc voilà, on va récupérer tous les flux. En parlant flux déchets, on va extraire des gravats, on va extraire des encombrants, on va extraire du bois, tout ce qui est, en tout cas tout ce que les personnes qui apportent jugent réemployable. Nous ensuite, on va procéder à un tri un petit peu plus fin. Donc pour ouvrir ce lieu, on a dû faire quelques travaux sur un de nos sites d'exploitation. Donc voilà, c'est pour vous illustrer le démarrage du projet et ce qui a été engagé en tout cas par la collectivité. On a transformé un lieu qui était semi-ouvert sur une plateforme d'exploitation de compost. Donc voilà, il y a toute aussi la coactivité avec d'autres activités du déchet qui sont parfois un petit peu complexes. Mais en tout cas, on a pu faire un endroit plutôt sympa. On est à peu près sur 200 mètres carrés. Donc, il y a une partie que vous pouvez voir avec un hall d'entrée, une grande porte sectionnelle, donc qui est très pratique pour la logistique. Et une petite partie qu'on verra un petit peu après, intérieure, avec une partie un peu plus magasin et rayonnage. Hop, voilà, donc là c'était sur la mise en place en juin 2023, donc il y a presque un an maintenant, donc ça passe assez vite. Et on a pu au fur et à mesure des collectes trouver finalement pas mal de matériaux et autres, puisqu'on a un peu dérivé aussi sur de l'outillage, sur un peu ce qu'on appelle déco, donc les poignées de porte, tout ce qui va aussi intervenir dans le second œuvre. Ou tout ce qui est utile en tout cas pour la mise en œuvre et pour les travaux quand je parle d'outillage. Donc ça, c'est des flux sur lesquels on n'avait pas forcément compté du tout au départ. Et finalement, ça arrive plutôt beaucoup et ça se revend plutôt bien. Voilà. Pour vous montrer les autres images. Donc là, on est plus vraiment sur la partie matériaux, donc tout ce qui est stocké en extérieur. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais tout ce qui est tuiles fonctionne vraiment très bien, les sanitaires également. On a aussi pas mal d'huisseries, de volets. Le volet bois qui fonctionne plutôt bien puisque on peut le retravailler derrière, donc c'est assez intéressant. Et tout ce qui est dallage, effectivement, aussi extérieur est beaucoup demandé. Annexé à cette partie vente, on a aussi un atelier partagé. Voilà, donc ça, c'était une continuité du projet pour aussi intégrer le particulier dans le faire soi-même et apprendre à faire les choses. En tout cas, donner l'opportunité d'avoir un endroit où travailler ses projets. Et on propose aussi un petit peu d'animation pour aussi apprendre à utiliser les outils. Bon, je passe assez rapidement sur cette partie-là, mais on pourra en discuter après.
Et je voulais juste arriver ici, je vous ai mis quelques petits chiffres. Donc là, les chiffres, c'est à pas encore un an, parce que c'est à fin mars. Donc on a collecté 103 tonnes, on a revendu, donc réemployé presque 90 tonnes. On a quand même un petit nombre d'adhésions à l'atelier avec de la loc. Je ne vous ai pas parlé de la vente, mais on est au prix au kilo, donc avec des prix vraiment très très bas. Le but pour nous, en tout cas, c'était de faire... je vais pas tomber. C'était de faire tourner le flux, et c'est vraiment l'objectif d'échec qui est notre priorité. C'est vraiment de sortir des filières recyclage ou de l'enfouissement, tout ce qui peut être réemployé ou réutilisé, détourné. Je vous ai mis côté humain, on a un petit peu moins de 2 ETP si je prends un petit peu tout le monde. Et puis le coût du projet, alors le gros coût, c'est effectivement tous les travaux et tout l'investissement qui a été mis par la collectivité pour démarrer ce projet. Sachant que c'est vraiment un projet test où, en tout cas, la collectivité souhaite à terme, d'ici 2-3 ans, on espère trouver un porteur de projet pour reprendre ou un collectif. Voilà. Merci. Pile poil 5 minutes. Mathieu, si tu veux présenter. Bonjour à tous. Donc, Mathieu Ferret, entreprise Charrier Planète Réemploi. Donc, très rapidement, l'entreprise Charrier, c'est une entreprise de TP qui est ancrée historiquement dans les Pays de la Loire et qui rayonne sur le Grand Ouest. Elle exerce plusieurs métiers, donc le génie civil, les grands terrassements, les carrières, recyclage des matériaux, les routes et travaux urbains, les paysages et le génie écologique dernièrement avec l'entreprise Chaugneau qui est située juste à côté, qui fait partie de l'entreprise depuis peu, et la déconstruction. Donc déconstruction dans laquelle je travaille. Moi, je suis issu d'une agence qui est située à Champagny-les-Marais, donc c'est au sud Vendée, à la limite entre la Charente-Maritime et la Vendée. Je suis arrivé donc en 2017 dans cette entreprise en reconversion professionnelle. Je venais travailler sur les métiers de la qualité, sécurité, environnement. Donc, je suis intéressé un petit peu aux différents aspects de l'entreprise et notamment en parlant d'environnement. Quand on parle en déconstruction, quand on parle d'environnement, on s'intéresse vite aux déchets et aux matières en présence. Comment est-ce qu'on peut les valoriser? Donc, il y a cet aspect-là, plus ma sensibilité personnelle, qui fait que je me suis assez vite intéressé à ces sujets-là. On a souhaité développer cet aspect du réemploi un petit peu des matériaux issus de nos chantiers, dans un premier temps en faisant des expérimentations dans le cadre de nos chantiers de déconstruction. Donc les mêmes équipes, les mêmes moyens qui faisaient la dépose soignée et qui cherchaient à valoriser les éléments, sauf qu'en termes de priorisation, ce n'était pas du tout la première priorité des conducteurs de travaux. En termes de méthodologie de travail, c'est quand même assez diamétralement opposé, la dépose soignée, comme le disait Pascal, et le curage. Donc les premiers essais ont été un échec critique. On s'est dit qu'il fallait qu'on revoie notre copie. On a donc créé notre structure qui s'appelle Planète Réemploi, qui est une structure dédiée au réemploi avec des équipes dédiées pour la dépose soignée, le conditionnement, le stockage et la mise en avant de ces produits. Notre fonctionnement, donc moi je viens dès la phase d'étude des appels d'offres de chantier de déconstruction, analyser les diagnostics, ressources, PEMD et les autres éléments qu'on peut avoir à disposition, c'est-à-dire les différentes photos ou autres, pour venir identifier les éléments qui présentent du potentiel. Donc on vient à ce moment-là proposer du réemploi dans le cadre des marchés où il n'y a pas forcément d'objectifs de réemploi intégrés et répondre également aux exigences quand il y en a dans le cadre des marchés. On déploie ensuite en phase travaux des équipes dédiées au réemploi, donc qui sont bien dissociées des équipes de déconstruction, avec une logique de dépôt soigné, de conditionnement et autres. On essaye autant que possible d'éviter la coactivité entre les cureurs, les désamianteurs ou autres. Ça fait beaucoup de monde et ça nuit en général aux caractéristiques des produits de trop se précipiter. On a développé une solution pour stocker les matériaux, puisqu'on s'est rendu compte que faire matcher l'offre et la demande en termes de zone géographique comme de planning, ce n'était pas forcément évident. Donc, cette solution nous a paru nécessaire que d'être en mesure de stocker les produits pour pouvoir ensuite prendre le temps de les proposer à des acquéreurs. On travaille du coup évidemment main dans la main avec nos collègues des constructeurs, puis il y a certains éléments des bâtiments, notamment la partie charpente ou autre, qui ne peut être accessible qu'une fois que le bâtiment a été déshabillé. Donc pour ça, on utilise en partie les éléments de l'activité de déconstruction pour pouvoir accéder aux charpentes ou autres. Et enfin, on a monté une petite structure pour être en mesure de mettre en avant nos produits et de chercher à trouver des acquéreurs pour les produits qu'on propose. L'idée est qu'on ne se donne pas de limite. En déconstruction, il n'y a pas deux bâtiments exactement identiques. Donc à chaque fois qu'on a un bâtiment, en gros, on va déconstruire depuis des grosses maisons jusqu'à des bâtiments industriels, des tours d'immeubles, un petit peu en ratisse assez large.
chaque bâtiment, on se pose la question qu'est-ce qui peut avoir du potentiel, encore une fois selon le diagnostic ressources ou PEMD, mais également selon notre sensibilité, selon notre connaissance des exutoires locaux, selon les échanges qu'on peut avoir avec les acteurs de l'économie circulaire locaux aussi, et qui peuvent avoir des pistes pour la revalorisation de tel ou tel type d'éléments. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment à chaque fois, qu'est-ce qu'on a en présence, qu'est-ce qui peut être déposé et valorisé de manière intéressante, et à qui est-ce qu'on peut le proposer. On s'est donc doté d'une matériothèque qui est située à notre agence, qui est située à Champagny-les-Marais, donc en Champagny-les-Marais, comme je disais, à la limite entre la Charente-Maritime et la Vendée. C'est une matériothèque qui fait 750 mètres carrés, où on a 500 mètres carrés en intérieur et 250 mètres carrés en extérieur. Sur un premier retour d'expérience, on a commencé les déposes début 2022. On a fait à peu près 40 chantiers de dépose de réemploi. Ça fait 250 tonnes de matériaux déposés, donc à peu près 50% de charpente bois métal et 50% de matériaux du second œuvre. On a très peu d'inertes déposés, d'une part parce que la filière du recyclage des inertes marche assez bien, et aussi parce qu'en fait on est sur un modèle économique où bien souvent c'est nous qui assumons les coûts de dépose liés aux matériaux, et du coup ensuite on cherche à rentabiliser ces coûts de dépose par la revente des produits. Malheureusement les inertes bien souvent seront des produits qui ont une valeur marchande assez faible, et donc on n'arrive pas à être rentable avec ce type de produit. Voilà, à titre d'information, sur l'année 2023 qui était la première grosse année d'activité, on arrive à l'équilibre financier, donc c'est plutôt satisfaisant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Mazapette. On est bon. Pardon? Pardon. Les matériaux inertes sont les matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, hein, reprenez-moi si je dis bêtises. Mais globalement, quand je parle de ça, moi j'appelle ça les bétons. Globalement, les bétons, les terres, ce genre de produits. Les pierres. Merci. Bon, moi, je n'ai pas besoin de la zapette. Je suis venu sans, effectivement, présentation. Donc, Philippe Oran, le directeur de Revalor Vendée, donc, qui se situe à Fontenay, qui est une prestation, enfin une entreprise d'insertion, une prestation de service au profit d'un seul donneur d'ordre, qui est SVR. Notre activité est axée aujourd'hui, c'est sur le tri du déchet des bâtiments. Ensuite, donc, on a Revalor à Niort. Donc, c'est un atelier de chantier d'insertion. Aujourd'hui, on accompagne 24 personnes. Cette association a été créée en fait juste avant le Covid. On a eu un départ difficile parce que, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, quand le Covid a été annoncé, je crois que c'est le 20 mars, si je ne me trompe pas, je crois que nous, on avait officiellement créé Revalor le 3 mars. Donc, autant dire que ça a été rapide, le début. Donc, comme vous vous doutez bien, on a été mis en sommeil le temps que la Covid est finie d'agir. Donc réellement, nous avons commencé nos activités il y a 2 ans. Nous sommes intervenus dans le cadre de la première activité sur le démantèlement des huisseries de fin de vie. Aujourd'hui, tout se passe bien. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'année 2023, nous avons pu traiter, démanteler et valoriser la matière de 900 tonnes d'huisseries à l'entrée de Revalor. Donc je peux vous assurer que ça se passe très très bien à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons à cœur en fait, de développer une nouvelle activité. C'est pour ça que du coup, je me sens un petit peu en retrait par rapport aux autres, parce qu'en fait, on va se lancer effectivement sur le réemploi, mais tel que l'on l'entend. Au-delà du fait qu'on dise qu'on fait du réemploi, aujourd'hui, Revalor fait du réemploi, mais c'est sur la DEA, donc les déchets d'équipement d'ameublement. Nous intervenons beaucoup au nom de pas mal de mutuelles, assurances, à Niort, comme tout le monde le sait. Donc nous, on intervient dans le cadre pour l'instant du mobilier, c'est-à-dire qu'on fait en sorte soit de le valoriser, ou le détourner, ou de valoriser la matière. Donc ceci est fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc on est point d'apport volontaire. Aujourd'hui, on veut se tourner vers le réemploi. Donc en passant par, d'une part, le démantèlement sélectif et la dépose soignée. C'est notre projet aujourd'hui. Nous n'avons pas encore beaucoup avancé sur ce projet. D'où ma venue ce soir. L'idée, c'est de prendre un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche. Deuxièmement, l'hypothèse aussi, enfin pas l'hypothèse déjà, une certitude pour moi, c'est que je ne veux pas venir empiéter un petit peu, je veux dire, sur l'activité du voisin. Aujourd'hui, je pense qu'on est un nombre de structures assez conséquent, et je pense que par rapport au bâtiment, je pense qu'on a tous de quoi avoir une petite place.
Et puis Dieu sait qu'en revanche, tout ce qui est déchets du bâtiment, quel qu'il soit, il est assez énorme. Donc je pense que chacun a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est voilà, je vais à différentes interventions ou différentes informations. L'idée, c'est j'essaie de collecter un maximum d'informations parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que je dois mettre en équation, moi, c'est déjà éventuellement sur quelle matière on pourrait éventuellement se positionner et prendre en compte aussi, et non des moindres, c'est la capacité de gestion de cette matière. Comme je vous ai dit, nous sommes un atelier de chantier d'insertion. Nous n'avons pas forcément cette expertise à côté, humaine. Non pas qu'ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je dis juste que nous, on les accompagne pendant 2 ans sur une activité qu'on leur propose, mais il y a un moment donné, on a un petit peu des freins concernant les activités qu'on pourrait vouloir honorer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une adéquation entre, bien sûr, la protection de l'environnement, gestion du déchet, donc de reste à déterminer quel déchet sur lequel on pourrait se positionner aujourd'hui, et en adéquation avec notre savoir-faire, notre savoir-être, notre expertise. Non, c'est bon, ça y est, c'est arrêté. Notre expertise. Donc voilà. Donc c'est à moi de trouver ce juste milieu. Je suis très optimiste. Je vais finir par le trouver à force de me présenter un petit peu partout. Dès que je vois de la lumière, je rentre, j'écoute un peu ce qui se passe. Et si ça m'intéresse, je prends des notes. Mais voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est là-dessus où on se positionne. Donc le réemploi forcé, c'est une valeur à laquelle on tient énormément. On n'est pas trop axé réutilisation. Aujourd'hui, on est vraiment tourné plus sur le réemploi. Réutilisation, c'est à partir du moment où l'objet est passé par la case déchets, à un moment donné. Nous, on est vraiment sur les réemplois. C'est pour ça qu'on s'oriente vraiment dans, un peu comme vous, sur un démantèlement sélectif, une dépose propre, avec cette idée de toujours voir ce qu'on peut faire de cette matière et comment la valoriser et comment la remettre effectivement sur le marché du bâtiment. Voilà, j'ai pas trop dépassé. Parfait. Alors, du coup, tout le monde s'est présenté. Si on refait un peu un petit résumé en termes de maillons, on a du coup de la dépose soignée, on a tout ce qui est aussi recyclage, réemploi quand même de tout ce qui est mobilier et aussi curage. On a l'accompagnement, on va dire la structuration de la filière. On a tout ce qui va être aussi incubation, aussi ressourcerie à terme pour Cyclab. Enfin, il y a des projets quand même sur le territoire de Surgères. On a tout ce qui est démolition et ressourcerie aussi plutôt en interne et dépose soignée. Et on a aussi tout ce qui est ressourcerie et aussi animation des particuliers et de la sensibilisation. Enfin, c'est un gros résumé un peu grossier de vos activités qui sont souvent communicantes. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on a quand même différents acteurs. C'est des acteurs qui sont essentiels aujourd'hui. Et donc l'idée, si vous acceptez toujours le pari, c'est que vous vous posiez des questions un peu entre vous, puisque vous avez entendu un peu ce que font les uns et les autres, même si parfois vous connaissez déjà pas si mal. Voilà, donc est-ce que quelqu'un veut commencer par poser une question ? Ben, je vais me lancer. Comme je n'ai pas dit grand-chose, je vais essayer de me rattraper par la question. L'atelier cycle, on s'est croisés dernièrement. Et en plus, ça tombe bien de ma question parce que tu en as parlé un petit peu lors de ta présentation. Et du coup, je rebondis parce que c'est quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui. On parle des écofilières. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, un petit peu, le fait de la mise en place des écofilières qui ne marchent pas en circuit fermé, parce que l'idée c'est de traiter la matière et pas forcément destinée au réemploi, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui ça peut être contre-productif d'avoir d'un côté, nous, avec nos intentions, effectivement, c'est d'aller vers le réemploi, et les écofilières aujourd'hui qui, elles, veulent plus traiter la matière, mais dans cette idée d'éviter l'enfouissement, mais surtout pas pour l'instant travailler sur du réemploi ou de la réutilisation éventuellement. Est-ce que ma question est claire ou pas ? Merci de l'avoir posée. Alors, tout à fait. Alors, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre à la question. Non, les éco-organismes, en termes d'échelle, moi, ça me dépasse un peu. Et en fait, les éco-organismes eux-mêmes, ils sont un peu dépassés par ce qui est en train de se mettre en place. Donc, je serais bien prétentieux de tout expliquer. Donc ouais, il y a cette crainte, on en parlait tout à l'heure, que si on passe par les éco-organismes, ils vont tout mettre dans une benne et puis il y aura zéro réemploi derrière et que du recyclage, au mieux du recyclage ou de la revalorisation énergétique. Donc ça, moi je suis pas dans les petits papiers des éco-organismes, c'est vrai que je vous cache pas que ça me dépasse un peu. Vous pourrez peut-être avoir des précisions par Monsieur Vitré.
Bonjour, on était en réunion avec la région Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet la semaine dernière. Il y a un écho, d'ailleurs, il y a un observatoire au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine qui se met en place au travers du CERC, justement sur ces notions de réemploi. Les éco-organismes savent qu'ils ont des objectifs de réemploi. Aujourd'hui, la filière vient juste de se mettre en place. Donc nous, on fait partie des 14 premières collectivités en France à adhérer à cette fameuse filière, la PMCB. Mais on parle déjà réemploi avec eux. Ils viennent de lancer des appels à projets. D'ailleurs, maintenant, Éco-Minéraux, Éco-Maison lancent des appels à projets auxquels les 6, là, vous pouvez répondre, avec notamment des chantiers miroirs. Et ils veulent voir sur des chantiers à peu près analogues, je pense par exemple aux maisons là, qui ont été touchées par le séisme sur la Laigne, on peut tout à fait répondre pour dire, bah, tiens, je regarde un chantier classique, qu'est-ce qui peut être récupéré, je regarde sur un chantier, qu'est-ce qu'on peut démanteler et réemployer, et ils vont jusqu'à 200 000 € par projet là, pour voir comment on peut déconstruire. Donc ils l'ont bien en tête, ils veulent bien accélérer, ils font un feu un peu de tout bois, parce qu'il fallait faire tout ce maillage, là, vous savez, sur les lieux où on va pouvoir mettre les entreprises de réemploi. Mais ils l'ont bien en tête. Et la région, là, ce qu'on appelle le SRADET, c'est-à-dire le plan, et notamment de gestion de ces déchets-là, il va être arrêté en octobre. Et il y aura des objectifs de réemploi mis à l'échelle régionale, demandés par les collectivités, dont nous sommes ceux qui vont l'exécuter. Donc c'est vraiment en cours, je peux vous rassurer. Et il y a la place, comme tu le disais, pour tout le monde sur le déchet. Et ça va aller très, très vite. Et vous êtes dans la bonne dynamique en tout cas, et merci d'être présent aujourd'hui pour ça. Voilà, c'était Monsieur Vitré, directeur du syndicat mixte Cyclades. Donc, et juste du coup en complément, on organise un webinaire mardi prochain avec les 4 éco-organismes qui interviennent pour parler de leur plan d'action et des différents appels à projets qui vont sortir, que ce soit études de faisabilité, animation territoriale, formation. Voilà, il y a plein de choses, accompagnement de projets. C'est parfois 30 000 € qui peuvent tomber pour vos projets si vous voulez être accompagné sur ces sujets de réemploi. Il faut le voir comme des opportunités, quoi. Et juste pour compléter, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe. Enfin, je pense que pour le moment, il y a une phase transitoire où les éco-organismes sont en train de mettre en place pas mal de choses par rapport au réemploi. La reprise gratuite des matériaux du bâtiment, eux, commence à être mise en place, ce qui fait qu'il y a certains gisements qui étaient disponibles au réemploi jusqu'alors, puisqu'on souhaitait éviter les coûts associés, qui partent à zéro pour le moment. Donc ce sont des gisements qui, dans cette phase transitoire, ne sont plus disponibles au réemploi. Mais ça va pas durer, on espère. Je veux bien continuer. J'avais une question pour Adeline sur la façon dont est-ce que vous sélectionnez en fait les matières qui arrivent, parce que je pense que vous pouvez vite être débordé. Enfin, on le voit nous. On peut vite être débordé par le nombre de matériaux qui arrivent. Donc, qui fait cette sélection? Ensuite, pour faire une belle matériothèque comme on l'a vu, c'est bien présenté et tout. Donc, est-ce qu'il y a la personne responsable du lieu prépare les matériaux est-ce que c'est la même personne ou est-ce qu'il y a des fois une équipe qui vient pour ranger, gérer le stockage, faire de l'inventaire et tout? Comment c'est un peu organisé chez vous? Alors, plusieurs choses. Pour l'instant, le flux déchets, enfin le flux de matériaux réemploi provient quasi exclusivement des particuliers via les déchetteries ou quelques apports en direct sur des gros lots. On essaie d'aller chercher les pros, mais c'est un milieu pas facile, hein, les artisans du BTP. Faire changer les habitudes. On commence un petit peu, mais j'ai envie de dire, pour l'instant, heureusement qu'on n'a pas ce flux-là, parce qu'on est déjà bien occupé. Et alors, il n'y a pas d'équipe derrière, il y a 1 ou 2 personnes uniquement. Donc, on prend ce qui vient, on regarde, on n'a pas vraiment le temps pour l'instant de faire de la préparation qualitative des matériaux, donc on aimerait bien avancer vers ça. Donc c'est un peu l'objectif là sur les prochains mois, maintenant on connaît un petit peu mieux les propositions à faire, quoi mettre en avant. On a rebougé déjà depuis, en 6 mois, on a rebougé un petit peu les matériaux de place aussi, les présentations, c'est toute une partie vente finalement. Qui a inventé et c'est pas notre métier de base, donc on expérimente aussi tout ça. Si ça peut répondre à peu près à la question. Et du coup, si je peux enchaîner, je garde le micro. Donc j'avais une question pour Mathieu, justement sur la vente aussi. Quelle est la cible finalement
pour la revente des matériaux, qui j'imagine, est pro ou pas. Pour le moment, on ne se ferme pas de porte, c'est-à-dire qu'on cherche des acquéreurs pour les matériaux qu'on a à disposition. Donc on est ouvert aux particuliers comme aux professionnels. Professionnels, actuellement, on est plus dimensionné pour proposer ça à des artisans locaux, puisqu'il nous manque quelques étapes en termes de qualification des produits pour pouvoir donner confiance à des bureaux de contrôle ou des assureurs par la suite. Et on a souvent des volumes également qui sont plutôt des petites échelles, et on n'a pas des gros lots qui permettraient d'aller frapper à la porte des grands donneurs d'ordre. Mais à destination des particuliers et des professionnels en local. Pour expliquer un petit peu, en fait, on fait des portes ouvertes une fois par mois, puisque j'arrive pas à payer quelqu'un en permanence sur notre matériothèque pour me proposer ces éléments. Donc on cherche un petit peu à créer l'événement une fois par mois pour que les gens viennent voir. Et sinon, c'est beaucoup sur le rendez-vous, les gens passent un coup de fil, je suis intéressé par tel gisement, j'ai ça à disposition. On a créé un petit site internet également, un de plus, pour mettre en avant les produits qu'on a à disposition. Mais clairement, ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est le Bon Coin. Du coup, on se retrouve à faire de l'épicerie. Est-ce que j'envoie trop dalles de faux plafond à l'Out de la France? Non, mais c'est ce qui donne la meilleure visibilité aux produits qu'on a à disposition. Une autre question ? Moi, j'en avais une de nouveau pour Adeline, peut-être. Tu disais à la fin que vous cherchiez des porteurs de projets. Donc, en fait, vous êtes là transitoirement pour expérimenter quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe alors, du coup ? C'est un peu l'idée, en fait, quand on a démarré l'étude en 2019-2020, on s'est dit, bon, on lance une étude sur le territoire, on sait qu'il y a un potentiel, il y a une grosse activité du BTP quand même sur l'île, il y a beaucoup de maisons à rénover, anciennes, donc un gisement de réemploi assez conséquent. Du coup, on s'est dit, en lançant l'étude, on va essayer de faire un petit peu réseau, écho sur cette thématique-là, et essayer de faire venir des potentiels porteurs de projets sur cette thématique-là. Ça a failli se faire. Il y avait quelques personnes intéressées, mais finalement non. Donc on a continué l'étude, et les élus ont pris la décision de dire on y va en interne, on lance quelque chose, on prend le moins de risques possible, et on voit ce que ça donne. Voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. On n'a pas encore passé l'année de tests, donc le débat sera réouvert à l'automne prochain, où on fera le bilan un petit peu de cette année-là. Oui, moi j'avais une question pour Mathieu. Mathieu, moi ma question elle concernait un peu le modèle économique, parce qu'on est un peu sur les mêmes territoires, et l'idée c'était d'essayer de comprendre, parce que quand sur BT on a décidé très clairement de se rémunérer sur le diagnostic ressources et sur la dépose soignée. Mais si j'ai bien compris, vous êtes plutôt sur la revente du produit. Et donc, vous ne faites pas payer la dépose. Alors, c'est une question. En fait, c'est une question. Voilà. Et si c'est le cas, est-ce que c'est rentable de juste revendre le produit? Vaste sujet. L'idéal, effectivement, c'est d'être rémunéré pour déposer les produits, mais je crois que depuis qu'on a commencé cette activité, il compte sur les doigts d'une seule main le nombre de chantiers pour lesquels on a été rémunéré pour déposer de la matière. Donc, en fait, le reste des autres marchés, soit on prenait le risque de déposer, d'assumer les coûts et de chercher à rentabiliser l'opération par la revente, soit on ne faisait pas de réemploi. Donc, on a pris ce pari, on a œuvré pour cette solution, enfin opté pour cette solution, à défaut de mieux. Après, concernant la rentabilité, clairement, c'est un vaste sujet. On a fait pas mal d'expérimentations sur toutes sortes de produits, jusqu'à connaître les ratios, les temps de dépose pour tel ou tel type d'éléments, qui permettent de déterminer le seuil de rentabilité en fonction du volume, en fonction de pas mal de critères. Globalement, on arrive à être rentable sur certains produits, on n'est pas du tout rentable sur d'autres, et on passe à côté de certains produits qui ont des caractéristiques intéressantes, mais une valeur marchande assez faible. Je sais pas, je pense au bac acier, je pense à certains planchers qui sont pas nobles. Il y a plein de choses comme ça qui ont des caractéristiques très intéressantes, mais je perds de l'argent si je les dépose. Donc c'est un peu dommage. Il y a tous les matériaux inertes également, les pierres, les bétons, les choses comme ça aussi, où on n'arrive pas à être rentable sur ces opérations. Donc malheureusement, ça fait un peu un entonnoir où on cible certains produits au détriment d'autres. Et j'avais une question pour Philippe. Avec ton expérience dans l'insertion professionnelle, nous, solliciter des personnes en situation d'insertion professionnelle sur les chantiers de dépose, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais sachant que nos besoins sont ponctuels, c'est pas notre métier non plus de faire l'insertion professionnelle. On a assez à faire avec le réemploi notamment.
j'ai du mal à visualiser comment est-ce qu'on pourrait avoir un réel parcours de progression des personnes en situation d'insertion professionnelle, éviter de faire de l'insérim où on a des personnes en insertion, mais la montée en compétences est à mon sens assez limitée. J'ai du mal à voir de quelle façon est-ce qu'on peut intégrer ce modèle-là, ce fonctionnement dans notre modèle actuel. Très bonne question. Alors en fait, déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où des salariés sortent de la structure, de toute façon, ils ont forcément un encadrement technique. Donc à aucun moment ils sont amenés à travailler sur un chantier, quel que soit le démantèlement ou la dépose sélective, la dépose propre. Il y a toujours un encadrement technique. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des petites équipes et de toute façon, pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, on reste attentif à ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire sur les chantiers. Je suis intervenu effectivement pour un diag sur certains chantiers. Clairement, ça pourrait être intéressant, mais clairement, en revanche, je trouvais que ça présentait un risque pour nos salariés qui n'avaient pas cette expertise suffisante pour le faire. Et j'ai préféré décliner ce chantier. J'ai expliqué pourquoi, il n'y a pas eu de souci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma problématique, c'est vraiment de travailler, encore une fois, pour mettre en adéquation ce qu'on est capable de faire, parce que nos salariés sont capables de faire aujourd'hui, et le type, effectivement, que ce soit matière inerte ou pas. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, c'est à moi de déterminer sur quoi on va pouvoir se positionner pour que ce soit bien fait, pour que ce soit fait en toute sécurité, bien sûr. Et troisièmement, en revanche, en ce qui concerne les salariés, aujourd'hui, la plupart, on en accompagne 24. Aujourd'hui, ils sont tous contents d'être là parce qu'il y a cette fibre protection de l'environnement, réemploi derrière. Et je vous promets qu'à échanger avec eux, c'est surprenant de voir que c'est un petit plus dans le cadre de l'insertion, dans l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que pendant les 2 ans où l'accompagne, ils ne font pas ce pourquoi, ils ne travaillent pas sur leur projet professionnel. Je veux dire, on les accompagne sur ce projet, mais au quotidien, ils travaillent sur l'activité qu'on propose. Et je vous promets qu'à discuter avec eux, ils sont tous volontaires, ils savent ça va. À moi aussi de communiquer autour de ce qu'ils font, où ça va, etc. Donc je pense qu'il y a une approche qui est différente par rapport à ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines choses, il y a certains chantiers sur lesquels on n'interviendra pas, parce que pour ma part, je pense que je pourrais mettre en danger nos salariés, je pourrais mettre en fracture nos salariés, parce qu'à force de vouloir bien faire, à partir du moment où on leur demande des choses qui ne sont pas à leur hauteur, accessibles, en fait, on les met en fracture, et en fait, j'obtiens l'effet inverse. Donc voilà, donc c'est vraiment là où je me positionne aujourd'hui, où il faut que je détermine effectivement sur quoi je vais intervenir. Aujourd'hui, démantèlement sélectif, par exemple, vous dépose-soignez des huisseries, il n'y a aucun problème. Ça, on fait ça depuis 2 ans. Après, il y a une grande partie qui nous est amenée directement sur notre site, en provenance des chantiers. Mais on a fait du démantèlement, on a fait, et ça s'est très, très bien passé. Et d'ailleurs, on préfère même nous faire de la dépose, parce que si on vient nous amener des huisseries sur Evalor et qu'en fait, elles sont cassées dans la benne, ils sont les premiers à nous voir en disant t'as vu l'état des huisseries? Aujourd'hui, on en fait quoi des huisseries, quoi? Donc en fait, bah, voilà, après, on valorise la matière. Mais voilà. Donc non, aujourd'hui, ils sont impliqués dans cette démarche. Alors, est-ce que l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, chantier d'insertion pourrait être, dans le cadre de l'activité, pourrait rivaliser sur les entreprises spécialisées, etc. Moi, je dis oui. Et ça n'engage que moi. Après, chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. Mais à partir du moment où on communique, à partir du moment où on fait en sorte que ce soit bien fait, en toute sécurité, il y a un encadrement technique qui est formé pour ça. Moi, je ne vois pas de raison pourquoi aujourd'hui, effectivement, dans l'insertion, on ne pourrait pas se positionner sur ce secteur. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait, merci. Enfin, on en discutera tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir, les autres intervenants, ou est-ce qu'on passe le micro aux personnes dans le public? Un petit peu plus, parce que tout à l'heure, on en a parlé. Et justement, ça me fait plaisir ce que j'entends, parce que du coup, ça vient conforter ce que je disais. Mais surtout sur le fait que en fait, le réemploi, c'était un lieu expérimental aussi, où on pouvait s'autoriser à faire la place à l'insertion, parce que c'est un tremplin aussi en termes de modèle économique, mais en fait, c'est quelque chose aussi qu'on peut tout à fait stabiliser. Parce que l'insertion en France, on en a besoin. Et en fait, c'est un endroit qui est aussi valorisant pour les gens qui font ce travail-là, puisque en effet, ça leur donne beaucoup de sens. Et je me répète pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais en fait, les gens en insertion, c'est des gens, au bout d'1 an de chômage, on est considéré comme éloigné de l'emploi. Donc en fait, c'est aussi des postes dans lesquels ils vont être revalorisés, on va leur redonner confiance.
Et il y a quand même un panel de postes qui va de choses avec beaucoup de qualifications jusqu'à très très peu de qualifications, où on n'a pas forcément besoin de savoir lire ni écrire, et que ça reste un emploi avec une vraie fonction sociétale aussi. Et ça, c'est important de le préciser, et c'est pas une béquille économique du tout, c'est aussi des modèles économiques qui existent et sur lesquels on doit s'appuyer, puisque en fait, l'État français a besoin aussi de replacer ses salariés qui sont très éloignés de l'emploi, et qui coûtent à l'État aussi en étant au RSA ou au chômage. Du coup, j'en profite pour appuyer ça. Après, moi, j'y crois aussi pas mal au rôle de l'insertion là-dedans, parce que justement, on parle des métiers émergents, donc c'est des métiers qui sont en train de s'inventer, et là, on a des personnes qui sont en train de se réinventer aussi, et au-delà de la poésie, c'est vraiment des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, des petits métiers de collecte, de retransformation des matériaux. C'est plus, voilà, on n'est plus bûcheron, on va démonter des grosses palettes, on va démonter des huisseries, on va démonter des charpentes. C'est quand même des métiers assez nouveaux, et c'est des savoir-faire qui existaient en partie avant. Et en tout cas, on a eu une expérience, et donc je voulais juste parler de l'expérience qu'on a eue avec Révalor, là, chez Saro à côté, où ils sont venus démonter, ils ont passé une journée à démonter des palettes, donc ils étaient dans une forêt de caisses de transport, et en fait, les gars étaient super motivés, hyper efficaces, et par rapport à nous qui allions jusque-là, avec notre petit pied de biche, hein, n'est-ce pas Audrey, démonter nos trucs, et on passait 2 heures, voilà, enfin, où on faisait vraiment avec les moyens du bord, et de voir qu'on peut se structurer comme ça. À la fois, il y a des humains là, qui sont contents de travailler, ils viennent là, ils voient ce qu'on en fait après de ce bois là, ces pauvres palettes là qu'on démonte, donc ils voient que ça se transforme en quelque chose de chouette, et puis eux ils rendent un grand service, et dans la chaîne de valeur, c'est hyper important, donc il faut vraiment qu'on arrive à développer ça, quoi. Et je tiens à préciser, d'ailleurs, j'attends toujours les photos. Envoie, Philippe. Merci déjà, c'était très intéressant. Ouais, on peut. Ça fait pas de mal. Est-ce que vous avez des questions? La première, c'est toujours un peu la plus dure. Merci Camille. Vous pouvez vous présenter avant de poser une question, si vous le souhaitez, bien sûr. Merci. Moi, j'ai une question pour Mathieu. Camille Appleton, ODIS. Souvent, quand on parle de réemploi, on a un frein, ou en tout cas un préjugé sur le blocage assurantiel. Vous faites beaucoup de réemploi de structures métalliques ou bois. Est-ce que quand justement vous avez des débouchés auprès des professionnels, vous avez ce frein qui est relevé ou pas tant que ça? Tout dépend des professionnels. On a beaucoup à faire aux petits artisans locaux. Clairement, quand j'échange avec des agriculteurs qui ont envie de construire un hangar ou une mezzanine, eux ont le bon sens pratique où ils vont venir ausculter, regarder la poutre qui récupèrent avant de la mettre en œuvre. Clairement, demain, cette mezzanine s'effondre, un assureur vient sur le coup, effectivement, ça pourrait être plus compliqué. Mais quand on travaille des petits artisans ou des gens locaux, on s'émancipe de cette contrainte. En revanche, comme je disais tout à l'heure, si on souhaite aller proposer nos produits à des gros donneurs d'ordre, effectivement, c'est quelque chose d'indispensable. Et actuellement, c'est bloquant pour nous. Bonjour, merci. Fabrice Linard, directeur des services techniques de Rochefort. Petite question dans le même esprit que de l'assurance sur l'aspect marché public. Parce que je m'imprègne un petit peu des sujets qui sont évoqués. Avez-vous les uns ou les autres des références en termes d'intégration de clauses dans des marchés publics en termes de réemploi? Je serais assez curieux de savoir ce qui peut se faire là-dessus. Alors, on a été un petit peu confrontés à ça. Alors nous, de notre côté, on essaie d'être déjà sur un lot réemploi. On sort le lot réemploi dans l'appel d'offres, on sort le lot réemploi du lot des constructions,
parce que c'est à la fois pas le même travail, mais surtout c'est pas le même délai dans le même temps. C'est-à-dire qu'on intervient très en amont, et donc ça demande voilà, des temps de chantier différents et bien répertoriés. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir aussi un volet clause sociale. Dans ce cadre-là, nous, on a pu intervenir sur des chantiers, puisqu'on est en structure ESS, où les clauses sociales étaient appliquées. Ça a été le cas sur La Rochelle. Et donc là, on peut, dans les marchés publics, intégrer une clause sociale pour privilégier des gens qui sont issus de l'ESS. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, c'est ces deux, dans les marchés publics, c'est ces deux choses-là qu'on a eu en demande. Mathilde, si tu veux compléter. Oui, sur la partie des projets de collectivités projets de démolition. Maintenant, sur l'autre volet, réemploi. Dans nos propres projets, passer par une partie réemploi dans une école, dans un musée, dans un gymnase, avec la limite peut-être assurantielle, CSTB, oui. Oui, bah alors du coup, moi j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup en intégration, et il y a à votre disposition un guide d'intégration, donc stratégie de prescription du réemploi dans les marchés publics. Donc on a considéré pour pouvoir du coup travailler à une échelle plus importante pour massifier le réemploi. Vous pouvez aller voir sur le site dopalis.eu dans la rubrique documents. Il y a un document téléchargeable, c'est stratégie de prescription pour la commande publique et marché public. Donc, il y a tous les aspects. On a essayé de faire en sorte que le guide ne soit pas trop pénible à lire. Mais je vous invite, en fait, à l'imprimer, même si ce n'est pas très écolo, et à l'annoter comme un document de travail. Mettez des post-it, lisez un chapitre, puis un autre. Faites-en un outil de travail du quotidien. Il y a énormément d'informations qui sont données, comment on intègre une stratégie, comment on anticipe. Donc évidemment, plus on va anticiper le réemploi et plus on pourra être performant dans nos ambitions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment de la programmation, on va sortir un diagnostic territorial des capacités. Est-ce qu'on a des filières d'acteurs en présence qui on va pouvoir solliciter ? Qu'est-ce qu'on a un peu sur notre territoire ? Est-ce qu'il y a des magasins qui sont à disposition ou à quelle distance ? Quels sont les types de matériaux récurrents, typiquement pour des équipements ? Franchement, des toilettes, ça se trouve, des portes intérieures, ça se trouve, et même des revêtements, on peut aller loin en fait. Tout va dépendre un peu des moyens qu'on va se donner. Mais plus on l'anticipe, plus la maîtrise d'ouvrage, elle va s'outiller peut-être d'un AMO pour sa première opération, parce que franchement ça vaut le coup, éventuellement se former sur une journée ou 2 journées, et ben plus on pourra aller loin dans ses ambitions et on pourra tout à fait les suivre. Mais après, les ambitions, elles sont fixées aussi en fonction de la maturité du territoire, parce que vous mettez des obligations à 4% ou 5% alors qu'on a un territoire qui ne répond pas, bah, on n'arrivera jamais à les atteindre et on dissuade tout le monde d'en faire. Donc forcément, on doit prendre la température un peu de ce qui est faisable localement. Mais vous avez quand même quelques acteurs au final ici, donc à mon avis, il y a plein de choses qui sont faisables. Bonsoir, Pierre Charpentier, responsable des grands projets à la communauté de communes de l'Atlantique. Même question que monsieur, mais sur les textes réglementaires. Parce que j'ai eu l'immense plaisir de faire travailler BT sur un démontage avec réemploi. Et j'ai fabriqué mes CCTP et je me demandais s'il y avait des exemples. Alors j'ai un peu bricolé, j'avoue, mais savoir s'il y a des choses, des documents de référence, des choses comme ça. Du coup, là, on est aussi sur l'intégration. C'est quoi, sur la réglementation ? Voilà, s'il y a une banque disponible de CCTP. Typiquement, les guides de tout le projet européen dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui se retrouvent sur la plateforme opalis.eu, il y a la rubrique documentation, et là, franchement, il y a énormément de documents. Et on va aussi organiser, donc on relance chez ODIS les midis circulaires qui vont avoir lieu le premier lundi du mois de midi à 12h30. Et il y en a un qui sera dédié à tous les outils qui ont été créés dans le cadre de ce projet européen et qui présentera le panel
des outils qui sont à votre disposition en open source, parce que c'est des projets financés. Notamment là, c'est un projet Interreg Northwest Europe. Et sinon, il y a aussi... et dans les documents que j'ai transmis tout à l'heure, il y a aussi un super doc qui a fait donc notre équivalent, mais en Occitanie, donc Envirobat Occitanie, avec un guide où il y a tous les documents en open source qui vous servent dans la commande publique en fonction de qui vous êtes, AMO, MOA, MOE, etc. Et là, vous devriez avoir plein d'infos. Alors souvent, des CCTP tout faits, on n'en trouve pas beaucoup. Par contre, si vous cherchez, que vous êtes maîtrise d'ouvrage, vous cherchez des appels d'offres ou des choses comme ça, où il y a des clauses réemploi, moi, je vous invite à communiquer entre vous. Éventuellement, on peut servir de mise en lien pour vous dire dans telle municipalité ils ont sorti tel truc, parce qu'en fait les appels d'offres c'est public, hein, donc vous pouvez avoir accès régulièrement, mais même peut-être vous mettre des alertes pour pouvoir avoir accès aux documents de marché et déjà vous faire une idée de comment c'est écrit. Mais sachez que dans ces documents, chaque chapitre est illustré d'extraits d'exemples, et après il y a 36 retours d'expérience qui ont été réalisés en France, en Belgique et en Angleterre. Mais il y en a beaucoup en France qui ont été suivis. Enfin, on en avait mis beaucoup, nous. Voilà. Normalement, c'est pas mal. Hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, donc il faut savoir où aller chercher. Opalis, c'est quand même assez pratique. Merci. Bonjour, Julien Djian, ingénieur en réemploi. J'ai une question, moi, sur la dépose sélective. Donc, c'est un peu vous trois. Savoir quels documents on vous demande en termes de dépose sélective. Vous avez un lot à part, c'est des lots un peu nouveaux, le lot dépose sélective. Est-ce que le bureau de contrôle vous demande des documents en amont? Si oui, lesquels? Ou est-ce que vous démontez comme vous voulez? Ça dépend des sujets, je dirais, et de l'exigence du bureau de contrôle qu'on a en face. Il y en a certains où on vient documenter avec quelques photos à l'appui la façon dont c'était monté, la façon dont c'était démonté. Enfin, on a démonté une fiche de traçabilité où on vient tracer toutes les informations dont on a, et certains s'en satisfassent. D'autres, effectivement, demandent des enquêtes plus poussées, aller vraiment à la recherche d'un maximum d'informations, et des fois ça nous met un petit peu en peine de retracer l'historique du bâtiment, quand est-ce que ça a été monté, comment ça a été monté, et là on atteint un petit peu nos limites. Je dirais que ça dépend vraiment des personnes qu'on a en face. Enfin, ça, c'est mon expérience à moi, du moins. De notre côté, il n'y a jamais eu de très grosses demandes par rapport à ça. On a nous-mêmes, quand on remet un devis, on fait des clauses générales de vente avec des conditions. On accompagne, enfin, on décrit notre démarche. On a pas mal de... Mais c'est au niveau du chantier, de la sécurité, mais comme un chantier normal. Enfin, non, il n'y a pas de... On n'a pas eu de demande particulière dans le cadre d'un chantier de démolition, enfin des constructions. Je ne sais pas si c'est la question. Si, c'était ça. Oui, bonsoir. Serge Ménard, patron d'entreprise Zéro Métal. J'ai 2-3 questions à vous poser concernant la dépose, concernant les produits en fait, qui pourraient être appliqués sur des structures métalliques ou genre amiante, etc. Est-ce que vous, lors de la dépose, vous êtes confronté aussi à ces normes de sécurité, à ces EPI éventuellement que vous deviez éventuellement utiliser pour faire de la dépose? Et ma deuxième question, en fait, ce serait sur les produits que vous allez retransformer. Est-ce que les produits en fait, qui sont déjà intégrés en fait, éventuellement à ce que vous allez déposer, si vous les retransformez, comment vous allez gérer les produits éventuellement toxiques qui pourraient en fait, être dans les structures que vous allez déposer? Mon sentiment, c'est que c'est un peu une zone grise actuellement. Tout produit qui est dangereux réglementairement doit être évacué vers une filière agréée, donc déchets, donc pas de réemploi. Mais c'est d'après moi ce que dit la réglementation. Sauf qu'en pratique, en déconstruction, par exemple, il y a des pratiques assez admises par rapport aux métaux qui sont peints avec du plomb, avec toutes sortes de peintures comme ça. Il y a des tels enjeux financiers derrière que là, on s'est trouvé des solutions pour les valoriser. Le réemploi, actuellement, si on prend la réglementation à la lettre, on n'en fait pas de ces produits-là. Pourtant, on sait sabler une structure métallique pour enlever la partie nocive et la réemployer. Donc actuellement,
C'est plus une histoire de coût qui nous freine par rapport à ça, puisque par exemple le sablage a un coût important, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir avancer effectivement. Moi, j'ai un retour d'expérience sur ça. Donc, c'était sur des menuiseries où il y avait une suspicion au plomb. Alors, en fait, ce qui est sûr, c'est que normalement, quand on fait notre diagnostic ressources ou nos diagnostics PEMD, de toute façon, les déchets dangereux sont exclus du réemploi. Mais quel que soit, même si c'est une peinture, c'est exclu. Bon, là, en l'occurrence, c'était un projet neuf. Et on avait sourcé un matériau, on était tombé sur des menuiseries, un bailleur social qui changeait toutes ces menuiseries bois, simple vitrage, mais qui avait été posé de mémoire dans les années 60, fin 60. Du coup, a priori, le plomb était exclu. Or, l'entreprise qui était en charge de la préparation de ces fenêtres qui allaient devenir une peau extérieure à un bâtiment, c'est le projet de la ferme des possibles à Stein, si vous voulez les regarder. Eh bien... alors, en plus, c'était un peu drôle. Je vous raconte parce que ça fait partie aussi un peu des aventures réemploi qu'on peut vivre parfois. Donc, le menuisier qui était en charge de préparer ces menuiseries pour faire des prototypes, enfin des éléments préfabriqués qu'on allait venir poser sur le chantier, était en charge de la préparation, donc ponçage, sablage, je ne sais plus comment il faisait, je ne sais plus quelle technique il avait. Toujours est-il que moi j'étais en vacances à ce moment-là et je reviens et on me dit oui, il y a une suspicion au plomb, mais t'inquiète pas, tout est réglé. Ils ont installé une chambre aspirante et donc c'est bon, on peut réemployer les menuiseries. Je me suis dit, mais tout est allé un peu vite. Donc bon, le sujet était réglé, ils ont trouvé une salle aspirante et il n'y avait plus de problème. Bon, après réflexion, j'aurais quand même peut-être fait un petit test de suspicion parce que c'était de la suspicion et au final, on ne sait pas trop s'il y en avait ou pas. Mais toujours est-il que la solution, elle a été trouvée en 2 secondes 30 et en fait, ça n'a été un sujet pour personne. J'étais très étonnée. Pour compléter, si je peux me permettre, sur la question de monsieur, je pense qu'actuellement, il y a un peu une zone grise où il n'y a pas de décision arrêtée par rapport à ça. Et je pense qu'il sera nécessaire de trancher d'une manière ou d'une autre, parce qu'on se ferme des possibilités vis-à-vis de gisements qui sont considérables et qui ont des caractéristiques très intéressantes. Donc je pense qu'il va falloir que la réglementation avance d'une manière ou d'une autre. Pas toujours en fait, parce que souvent c'est les marchés qui sont passés parfois en amont. Du coup, ils vont venir avant même que le début vraiment des travaux soit déterminé. Ça va dépendre un peu des lots qui sont fléchés. Et pour moi, le plus gros, enfin si tu veux parler, compléter maintenant, si tu veux Mathieu, parce que sinon le plus gros problème pour moi pour le moment c'est l'amiante. Grosso modo, c'est vraiment celui-là qui est problématique par rapport au plomb, qui est toujours un peu... Oui, mais en fait, souvent le plomb, on arrive à l'enlever, on arrive à travailler un peu différemment si derrière on a une belle structure métallique qui a une grande valeur ou je sais pas quoi. Mais après, j'ai un autre exemple, c'était sur la tour Montparnasse, donc qui a été bien amiantée dans tous les sens. Bon, normalement, ça devait être le nouveau projet de la tour Montparnasse donc de Paris devait être livré en 2024 pour les JO. Bon, elle n'a pas bougé. Et à ce moment-là, chez Bellastock, on avait une mission d'accompagnement. On était avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et on a réfléchi à tout un système pour réemployer le vitrage parce qu'il y avait de l'amiante dans certains joints, donc même pas dans tous. Et donc là, on avait réussi, et même c'était rentable financièrement, de venir mettre des capsules pour découper le verre, parce qu'il avait aussi des performances assez importantes. C'était du vitrage feuilleté, je crois. Enfin, on avait étudié tous les systèmes et on arrivait à récupérer le vitrage, quoi, au final. Et économiquement, c'était viable, avec une espèce de cellule qu'on déplaçait sur chaque étage. Voilà. Donc, si on a envie de se prendre un peu le chou, à mon avis, on peut, et on peut trouver des solutions. Mais voilà, il faut avoir les possibilités au moment de l'étude, quoi.
Et pour compléter, effectivement, si je mets ma casquette de préventeur, effectivement, déposer l'ensemble de ces matériaux dangereux et protéger les équipes, on sait faire. Enlever le plomb, on sait bien faire et valoriser les éléments associés. L'amiante, il y a un principe de précaution qui s'applique, qui veut que les éléments au contact sont considérés comme contaminés également. Si on veut lever ce doute-là, ça passe par des analyses complémentaires et encore qui ne seront pas exhaustives, donc c'est toujours assez compliqué. Donc je rejoins Mathilde sur le fait que l'amiante, c'est plus complexe. Mais préserver la santé des salariés, on sait faire. Ouais. Oui, Jérôme Descamps, responsable pédagogique à CESI, école d'ingénieurs. Ma question portait sur ce que vous avez parlé tout à l'heure du webinaire avec l'aspect formation. Donc j'ai pu voir un diagnostic de France 2030 qui porte plutôt sur les évolutions compétences et les métiers par rapport aux biosourcés, aux géosourcés. Il y avait moins d'informations sur le réemploi. Donc vous, quelle est votre sensibilité par rapport à l'évolution des besoins en métier, des besoins de compétences, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau des formations? Est-ce que ça vous paraît un champ intéressant à développer, et vers quelle direction? Je pense qu'elle est pour tout le monde, c'est une super bonne question. Je pense que ça peut être intéressant de cadrer un petit peu l'approche, puisque de mon focus en termes de déconstruction, par exemple, tout le monde peut faire de la déconstruction. On prend une pelle, on casse un bâtiment, ça tombe par terre, tout le monde sait faire. Après, entre le fait de bien faire la déconstruction, bien valoriser les déchets, bien respecter les diagnostics, etc., il y a des différences. En termes de réemploi, c'est pareil. Pour pouvoir déposer soigneusement, il y a des méthodologies à appliquer, des process à respecter un petit peu. Et du coup, le fait de pouvoir cadrer ça pour pouvoir... si je peux me permettre, faire le tri entre ceux qui veulent faire réellement du réemploi et bien valoriser les éléments et ceux qui veulent faire quelque chose d'un peu plus brutal, ça peut avoir du sens d'avoir ces démarches telles que celle-là. Je sais qu'à l'échelle du CEDRE, donc c'est le syndicat des déconstructeurs, il y a un projet en cours de qualification réemploi pour pouvoir justement avoir des critères auxquels les entreprises devraient répondre pour pouvoir être identifiées comme entreprises en mesure de faire des dépôts soignés qualitatives. Oui, du coup, sur ça, moi, je dirais franchement une connaissance des matériaux et des techniques constructives. Ça, c'est vraiment des outils qui nous permettent d'aller vite. Quand on commence à faire des diagnostics ressources PEMD, en fait, avant même d'aller sur place, on demande des photos ou on va sur Google Maps, on regarde un peu la tronche du bâtiment et on sait déjà beaucoup de choses, en fait. À force de s'être documenté sur ces types de techniques constructives, les types de béton en fonction des années, etc., finalement, on a pas mal de choses qui arrivent un peu toutes seules au bout d'un moment, et je trouve que c'est intéressant de bien maîtriser ces sujets-là, et on gagnerait du temps sur ça. Mais au même titre que la déconstruction, il y a un enjeu de rapidité quand même dans les gestes à acquérir. Un monsieur que j'ai rencontré aux États-Unis, qui est un peu la figure du réemploi, Dave Benning, qui disait que quand il a commencé la déconstruction, il mettait 3 semaines. Aujourd'hui, il met 3 jours pour déconstruire une maison. Donc en fait, il y a à gagner en connaissance des techniques constructives et du coup en aide à la déconstruction, à éduquer l'œil, à observer les choses un peu différemment par rapport à ce qui nous entoure. Ouais, moi j'ajouterais aussi juste sur la question de la formation. Bon, alors je jette un pavé dans la mare, mais il y a aussi la formation des futurs artisans. Parce qu'en fait, là, du coup, on se colle à des OC, des choses qui ont été scellées, collées. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas les déposer, en fait, même si le diagnostic ressources est très sympathique. Souvent, la personne qui fait le diagnostic, ce n'est pas celle qui dépose. Donc, il y a un petit écart de rapidité ou de possibilité, ce qui est normal aujourd'hui. Hein, voilà. Bon, après, la question le lien entre les deux est à poser, mais voilà. Donc, il y a aussi cette question de la formation, c'est quand même la formation des futurs artisans. On a des formations qui se font aujourd'hui au sein des CFA. Il y a quand même un lien qui est en train de se faire entre les CFA et les écoles d'ingénieurs sur ces questions-là. Quand on explique qu'il faut penser à l'assemblage, tout le monde rigole. Voilà, c'est une vraie question. C'est un moment un peu gênant pour tout le monde. Et puis, on insiste et on explique. Enfin, je dis « on », mais je ne me prête pas à ce jeu-là. Mais les personnes qui le font insistent et en fait essayent d'expliquer que si, en fait, demain... Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas parlé tout à l'heure. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un vrai teasing. Mais en fait, on est propriétaire des futurs matériaux de demain. Vous construisez un bâtiment. Demain, vous êtes propriétaire de ces matériaux et ils ont une valeur. Ça y est.
pas qu'une valeur environnementale, il y a aussi une valeur financière. On a parlé pas mal de modèles économiques. Donc si on pense tout de suite au fait qu'on pourra les démonter, c'est aussi comment vous continuez à faire perdurer votre immobilisation matérielle que vous avez dans votre bâtiment, quoi. Donc il y a un enjeu financier, il y a un enjeu écologique, il y a aussi un enjeu de mise en œuvre. On sait que la modularité, aujourd'hui les bâtiments ils vont plus vite, avant ils duraient 200 ans, maintenant ils durent 50. Espérons qu'on ne réduit pas non plus le temps des bâtiments. Mais voilà, donc on sait aujourd'hui que c'est aussi une question de formation sur aussi, je pense, des techniques constructives de quand on construit, on évite on fait en sorte que ça puisse se démonter plus tard, quoi. Et du coup, ça concerne aussi la formation des concepteurs, des architectes. Parce que les artisans, oui, il faut qu'ils soient formés à démonter et à des modes d'assemblage qui permettent la déconstruction. Mais je fais le parallèle avec les produits. Enfin, le bâtiment, c'est comme un objet. Il y a de l'éco-conception à faire. Et du coup, voilà, il y a plein d'architectes qui sont dans cette veine-là, qui se forment à ça et à penser à mettre moins de colle pour assembler 2 éléments. Voilà, comme on le fait dans un produit, il y a des indices de réparabilité sur des produits maintenant, et l'industriel est responsable de cette réparabilité-là. Et c'est pareil sur un bâtiment, sauf que il n'y a pas toujours, il n'y a pas une marque derrière un bâtiment, quoi, donc on ne peut pas se retourner vers la marque. Mais c'est vrai que, il y a quand même une tradition dans la construction. Enfin, quand on remonte dans l'histoire, il y a beaucoup plus de gens qui savaient fabriquer eux-mêmes leur maison, et donc la réparer, et donc la faire durer, et faire du réemploi très spontanément. On le voit avec l'outil en main. Enfin, il y a 2 cultures. L'assaut qui est ici, où il y a des anciens, c'est la génération d'avant qui était encore dans le bon sens paysan et qui savait tout retransformer et tout. Et c'est rigolo parce qu'on a vraiment avec eux une approche vraiment bon sens. Et donc on a cette génération, et puis la génération de nous, les lycéens, qu'on essaie de sensibiliser à l'économie circulaire. Et entre les deux, on voit qu'il y a tout un pan qui s'est perdu, et aujourd'hui on sait faire du neuf, aller chez Gélimat, et voilà, fabriquer avec du neuf, fabriquer avec la matière qui est standardisée. Et voilà, et c'est très et voilà. Enfin, donc moi en tant que designer industriel, j'ai vécu exactement la même chose sur les produits, sur le mobilier et les objets, quoi. Oui, et pour aller dans ce sens-là aussi, c'est l'entretien. Il y a la fête de l'écohabitat dans le Pays Basque qui est assez connue. Et cette année, il va y avoir un atelier entretien de chaudière, entretien. Et quand j'étais à Portland, j'ai fait un atelier de réparation de toilettes, par exemple. Donc il y a aussi tout ça, toute cette culture de comment on entretient et comment on arrive à réparer le soin en fait qu'on va apporter aux choses, qui est super importante aussi à reconsidérer dans notre apprentissage. Parce qu'en fait, on a oublié tout ça. On va très vite. Il y a un autre sujet qui est important aussi, je pense, c'est la pratique du chantier, la pratique du projet. Je pense qu'elle a été modifiée, elle est modifiée par le réemploi parce qu'en fait, on peut plus avoir cette étape de conception d'abord, terminée, achevée, puis dépose, puis réemploi, puis livraison. En fait, tout se mélange et obligatoirement, le maître d'œuvre, l'entreprise, même le maître d'ouvrage ou l'AMO quand il est présent, doivent en permanence sur le chantier, et ça c'est vraiment un changement dans les pratiques de réemploi, doivent en permanence revenir en arrière pour être capable de faire marche arrière, de revenir, de ne pas terminer complètement son projet et puis de se dire qu'en fonction de ce qui arrivera, on dessinera autre chose, et il le dessine avec le menuisier si le menuisier est là. Et en fait, il y a vraiment l'idée de travailler ensemble en complémentarité qui est un modèle et en fait une formation à faire auprès de chacun sur le projet. Et ça, c'est vraiment une nouvelle pratique que j'ai pu, moi, voir pratiquer sur mon expérience professionnelle, puisque je suis à l'âge de la retraite. Mais justement, maintenant, je commence à voir émerger ces équipes qui travaillent ensemble et qui comprennent que ces étapes, elles peuvent être mixées. J'espère que j'ai été claire. Merci. Juste un petit témoignage aussi, donc toujours directeur technique à Rochefort. Alors ça me parle tout ce que vous me dites, et dans nos approches à nous, le coût global
Donc, une approche en coût global, ça, effectivement, on est formé dans les écoles d'ingénieurs. Enfin, et effectivement, avec tout ce que vous déclinez, ça donne encore plus de sens. Une question, alors je vais peut-être un peu chatouiller les élus dans la salle, peut-être, sur la problématique du temps, le temps technique et le temps politique. Et que ça me parle beaucoup du soin apporté à l'entretien, aux moyens dédiés à l'entretien de nos patrimoines, qui sont parfois nombreux, très très nombreux. Et effectivement, pour qu'ils passent le temps, pour qu'ils soient réemployés, réemployables. Mais là, effectivement, parfois, on est aussi confronté à des injonctions de temps dédié à un projet. Effectivement, il pouvait s'analyser le coût global sur lequel j'ai pu travailler. Un bâtiment, il est conçu pour 50 ans. Quand vous avez 15% de son coût global qui est dédié à la construction et 85% à son entretien pendant les 50 ans qui suivent, ça fait cher payer le revêtement, l'entretien, les coûts énergétiques et tout ça. C'est un petit peu effectivement l'enjeu de la décision politique in fine de l'ensemble des projets qui sortent. Et c'est là effectivement où il y a besoin d'un travail de coopération, d'échange, pour que chacun appréhende tous les arguments que vous avez déployés et que je trouve vraiment très riches. C'était juste un témoignage de temps technique et de temps parfois politique, pas toujours simple à faire se croiser. Oui, je suis tout à fait d'accord, et d'où l'intérêt d'avoir des petites opérations pilotes qui permettent d'expérimenter localement et ensuite d'en parler, donc de bien la référencer, cette opération pilote, avec des chiffres qu'on va remplir, des pourcentages, parce qu'on va pouvoir communiquer. Et en effet, on ne sait jamais par quel bout prendre le truc, mais il y a un projet où on allait jusqu'au bout et on s'est dit, OK, sur celui-là, on va mettre un peu plus d'énergie, on va un peu chambouler des choses, mais ça sera une petite opération capsule. Par contre, derrière, on va la bichonner dans le sens où on va vraiment essayer de mettre un cadre qui permettra de l'évaluer. Pour pouvoir communiquer dessus, ça implique une communication avec des photographies, des reportages photos, des chiffres, parce qu'en fait, on a besoin de pouvoir mesurer, c'est essentiel en fait. Mais c'est pour ça qu'une toute petite opération, elle peut servir localement, parce que sinon après on vous parle de la tour Montparnasse et forcément ça fait pas écho. mais localement il faut s'appuyer et se dire bon allez, on y va sur celle-là, on sent qu'il y a une opportunité, les acteurs autour ils sont un peu motivés, et ben du coup on se lance sur celle-là et elle fait appel d'air pour d'autres ensuite. Sur les initiatives locales, on a des panneaux jaunes dans l'exposition. Pardon, pas de souci, ça peut rester par terre. Merci. On a des panneaux jaunes dans l'exposition donc il y a 5 projets qui sont présentés, dont certains qui sont des projets, dont un qui est un projet public. C'est un peu dans cette dynamique-là. Emeline, je dis une bêtise ou pas? Non, voilà. Emeline qui est l'architecte du coup sur ce projet, qui est un projet aussi qui a été accompagné par le CAUE. Ça, c'est des choses, même dans la connaissance un peu du territoire, il ne faut pas hésiter à en parler, parce que souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est que les pirates, ils n'aiment pas trop le dire. En fait, ils le font un peu dans leur coin. Et et parce qu'en fait, il y a des zones grises, et qu'on s'affranchit de certaines zones grises. Je pense que dans une dynamique aujourd'hui qui est une dynamique qui est en train de devenir obligatoire, si vous n'êtes pas convaincu, en fait, c'est la loi qui le dit, et puis tout un tas de choses qui viennent resserrer un peu la dynamique. C'est important aussi de communiquer là-dessus, d'échanger un peu les écueils. Comme ça, on évite de se prendre 2 fois la même poutre, et aussi du coup de parler de ce qui a bien marché. Et en effet, le petit projet pilote, c'est pas un mal, au contraire, ça permet en fait de mobiliser des acteurs, d'identifier aussi les services techniques qui sont quand même au cœur des démarches sur ce type de projet. À l'échelle de notre département, c'est une vraie ressource, parce qu'eux, ils font déjà beaucoup de réemploi en fait, au sein de leurs entrepôts, etc. Et c'est une manière aussi du coup d'avoir des référents au sein de chaque commune sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose aussi sur lequel on est un peu en manque aujourd'hui. On a beaucoup de personnes intéressées, mais on n'a pas de référents, donc on ne sait pas bien comment le faire au début. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi je voulais juste rebondir sur le bon sens des anciens par rapport à la mise en œuvre des matériaux, parce que si on veut les remployer, il faut que les matériaux ils puissent durer. Et donc même des matériaux de réemploi, je pense par exemple à du bois, il y a des façons de le mettre en œuvre pour qu'il soit protégé, pour qu'il puisse durer. Et le but, c'est peut-être pas de mettre en œuvre du matériau de réemploi pour qu'il dure 10 ans, comme les matériaux qui vont sortir des magasins de matériaux lambda. Ils ont dit oui. Juste pour témoigner aussi, parce qu'on parlait des jeunes,
dire que le CAUE a coproduit un jeu sur le réemploi avec Agathe Belli et qu'on a pu le mettre en pratique avec des jeunes du CFA de la Gore, et qu'effectivement on s'est rendu compte que c'était vraiment nécessaire de semer ces petites graines parce que je pense qu'ils sont ressortis pas indemnes mais voilà, ils ont pris conscience de ces questions-là, et donc on espère qu'on va faire jouer beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde ma montre quand même un peu. On est pile poil dans le timing. Je vous assure, j'avais dit 45, il est 46. Et encore, je crois que j'ai une minute d'avance à ma montre pour ne pas être en retard. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on voulait qu'on conclue? Dominique? C'est comme les élus ont été interpellés par les services techniques. Donc, moi, j'ai une autre approche, c'est qu'en général, les services techniques vous disent « Ah non, mais on ne va pas s'amuser à réemployer, hein, ce n'est pas possible, on ne va pas s'amuser à déconstruire. Non, il faut démolir ». Et on a beaucoup de mal à faire passer ce message. Alors peut-être pas dans tous les services techniques, mais il y a beaucoup sur la Charente-Maritime. On a 480 communes et 480 dont combien 470 toutes petites. Hein. Donc on a absolument besoin de vous et d'avoir vos témoignages. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. C'est pour ça que je suis avec Pascal Francisco, mais on essaye. Mais même moi, chez moi, dans ma commune, j'ai du mal, et il faut vraiment que je tape du poing sur la table pour dire non, on ne démolira pas, voilà, et on déconstruira ou on rénovera. Oui, il y a un gros travail de c'est sensibilisation. énorme. Hein. Il est énorme. Énorme. Non. Et alors, là, j'essaye de faire intervenir le CAUE à chaque fois. Mais on a du mal. Donc, en fait, ce n'est pas les élus, hein, c'est les services techniques. En fait, le plus gros frein au réemploi, il est culturel. Hein. Et il est celui de la peur du changement et de quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, de changer des habitudes, etc. C'est ça le plus gros frein, en fait. Parce que technique, il se lève, après il y a une histoire de personnes, etc. Mais en fait, principalement, il est là parce que techniquement, on arrive à trouver des solutions, etc. Donc c'est... Et chez tout le monde, elle vaut la sensibilisation. Les services techniques, les élus, comme ça, voilà. Les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les assureurs, tout le monde y passe. Mais on peut s'appuyer dans les services techniques. Toujours, il y a au moins une personne qui adore faire du réemploi. C'est vrai, hein, qu'il soit jeune ou ancien, il y a toujours un et en fait, il faut s'appuyer sur ce plaisir de faire ensemble. Enfin, nous, c'est les quelques projets qu'on peut faire avec les services techniques. Tout le monde ne participe pas. Des fois, il y en a un, mais c'est déjà ça, de gagner. Et des fois, il y en a plein qui participent. Voilà, que ce soit au Nice Atlantique, au Nice Sud, on a des petits exemples. Avec le département, on a des petits exemples. Et en fait, les agents, ils sont vraiment heureux. Ceux qui se lancent dedans, ils sont vraiment fiers. Et ils peuvent montrer ce qu'ils savent faire, et donc il faut s'appuyer là-dessus. Et sur l'économie circulaire, c'est quand même, souvent j'y repensais dans nos échanges là, c'est quand même joyeux quoi, de créer du lien, en fait, de créer du lien entre les corps de métier, de casser les habitudes, casser les frontières, mettre de la créativité et tout. Et donc dans les services techniques, oui, il y a des freins, oui, des fois aussi... Ils sont un peu sous leur chef et un peu écrasés, mais hop, il faut aller chercher ceux qui ont envie et ça fonctionne. Est-ce que tu veux réagir ou pas? On a encore 5 minutes. En fait, j'ai juste entendu un mot, moi, qui me plaît beaucoup, c'est la joie. Je ne cesse de dire, moi, depuis 7 ans que je fais ça, bon, bien sûr, on a des échecs, des trucs qui n'ont pas marché, on n'avait pas anticipé, etc. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de joie à faire ce que je fais. Et je trouve que globalement, de manière générale, les gens qui s'impliquent là-dedans, il y a une énergie dans les projets qui est tout à fait pas complètement différente de ce que j'avais pu connaître avant. Et on en parlait tout à l'heure pour l'insertion, c'est la joie de donner du sens et de faire ensemble aussi, qui est vraiment gratifiante.
Merci. Je pense qu'on a fini. On vous invite à participer. Du coup, il y a un atelier sur le réemploi de portes qui est dédié aux services techniques. Et c'est pas une blague. En fait, on s'est dit il faut, et aux artisans aussi et aux faiseurs, donc c'est les concepteurs aussi. C'est un atelier. On s'est dit il faut qu'on fasse un tuto pour se rencontrer et en fait à la fin tout le monde peut réemployer une porte, que ce soit en transformation, que ce soit bien sûr un réemploi avec le même usage. L'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de pratico-pratique, donc c'est un pari. Au début on a peut-être pensé au sanitaire, pensé que c'était pas très sexy dans la com, enfin en fait la porte c'était plus simple, voilà. Mais donc ça on vous invite à y participer, c'est vendredi à 14h. On a fait exprès de le mettre le vendredi parce qu'on sait que c'est un jour où il y a souvent on organise un peu le reste de la semaine, donc on s'est dit un vendredi après-midi il y a peut-être une chance que les artisans et les services soient plus dispo. Ensuite on a une semaine du réemploi qui aura lieu du 13 au 18 mai à Pont. On a un voyage d'études dans les Deux-Sèvres où en fait c'est aussi un peu à destination de ces faiseurs. On va aller rencontrer des menuisiers, une ressourcerie, des fabricants de luminaires, une commune aussi qui a une démarche de réemploi, donc c'est dans les Deux-Sèvres. C'est aussi on est un peu moins sur une visite architecturale comme on aime bien faire. On a fait quelque chose d'un peu plus concret, enfin quelque chose d'un peu plus dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc on vous invite à y participer. Toutes ces informations, elles sont sur le site du CAUE. Il y aura d'autres semaines du réemploi. Il y en a une à Saint-Anjoin, une à Oléron en juillet et une à Bord en septembre. Et puis c'est tout. Et maintenant, on va vous présenter. C'est la Pont, c'est celle du 13 au 18 mai, pardon. Et du coup, il va y avoir un temps de convivialité juste après et on va vous présenter les personnes qui se sont chargées de ce temps. Donc bonsoir, on s'est vu tout à l'heure. Je sais que j'interviens à la fin, donc vous n'attendez qu'une chose, c'est d'aller au buffet. Donc je vais essayer d'être très, très rapide. Voilà, c'était l'histoire d'être un peu cohérent avec tout ce qui se passe avec l'écosystème qu'on a créé ici à l'atelier. Donc vous avez visité tout à l'heure le lieu. Là, il y aura un temps d'échange pendant le buffet. Donc l'idée, c'est d'échanger avec le Cyclab, l'atelier, et également les porteurs de projets. Donc il y en a qui sont ici ce soir, donc je voulais vous les présenter très rapidement. Déjà, il y a Adrien qui est ici. Donc vas-y, viens sur scène. Donc Adrien, c'est un lauréat des trophées Cyclab de cette année qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Donc c'est un architecte, designer, enfin multicasquette, qui a entre autres à fabriquer les... Vas-y, en 2 secondes. Merci Thierry. Oui, donc en fait, moi j'ai eu cette commande du CAUE de leur fabriquer les supports d'affichage pour cette exposition matière grise. Et voilà, et dans toute cette démarche réemploi, et il y a vraiment aussi cette volonté de créer aussi quelque chose qui soit singulier, qui soit beau, esthétique, et voilà, et pour aussi montrer que le réemploi, c'est pas quelque chose qui est désuète, mais qu'on peut vraiment lui donner un aspect qualitatif. Donc c'était ça qui était aussi important dans ce projet-là. Voilà. Ensuite, le traiteur, c'est la Cour des saveurs, mais ils n'ont pas pu rester, donc ils ont laissé leur création zéro déchet. Ensuite, vous allez avoir la chance, parce que tout cet écosystème sont les porteurs de projets qui ont travaillé au quotidien. Et là, les boissons, donc il y aura 2 porteurs de projets qu'on héberge et qui sont dans le club Cyclab, si vous voulez venir. Donc il y a Florian Jules de Usine à Gaz, Camille Sieplic de Distel, si vous voulez présenter vos produits rapidement. Alors nous, on aime bien les choses moches et les rendre belles et bonnes. Donc on est la distillerie de Distel, donc normalement on est 2 femmes à avoir monté ce projet. On est une distillerie à Pont-l'Abbé et nous en fait on transforme des invendus de bière en alcool, plus ou moins fort. Et ensuite on va chiner donc, chez des artisans glaciers, confituriers, brasseurs, chocolatiers, plein de déchets. Pour en créer, enfin faire en fait des spiritueux. Donc ce soir, on vous fera une petite dégustation d'un cocktail qui s'appelle la mer maritime tonique. Donc voilà, vous verrez, c'est 17 degrés, c'est léger, vous pourrez repartir après. Il y a un seul cocktail par personne, donc on peut y en avoir plus. Mais et donc en fait, on aime beaucoup travailler aussi en collab avec d'autres porteurs de projets. Et donc Florian de l'usine à gaz, avec qui on travaille sur plein de projets. Bonsoir. Oui, donc on travaille, comme Camille vient de le dire, on travaille ensemble sur plutôt de la boisson. Moi, j'ai un projet à 2 volets dans la fermentation. Donc, je fais des petites boissons fermentées non alcoolisées que vous allez pouvoir goûter ce soir au bar et des légumes lacto-fermentés. Donc, moi, d'où la rencontre avec Cyclab, ça a été en tout début de projet sur plutôt de la remise en valeur d'un vendu de légumes. Les boissons et les légumes sont dans des bocaux consignés, des bouteilles consignées. Enfin, je fais que du 100% de réemploi d'emballage, donc il y avait un gros lien avec Cyclab.
Et du coup, pour ce soir, moi, je vous ai préparé une boisson fermentée au levain de gingembre. C'est la même technique que le ginger beer, mais c'est sans alcool. Je pourrais vous en parler plus en détail au bar si vous voulez, mais en tout cas, c'est un petit soft pétillant à la fleur d'hibiscus, zeste d'orange et gingembre. Voilà. Bonne soirée. Ouais. Ouais, juste pour terminer, après je termine, il y a d'autres porteurs de projets qui sont ici, vous pourrez échanger avec eux tout à l'heure. Donc il y a Audrey et Sébastien qui sont là, de Audrey Pluchon Design, et il y a Studio Imago aussi qui sont là. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec eux là pendant le buffet. Et BT, ah oui c'est vrai, BT exactement, qui sont... Ah bah oui, bah justement, vous êtes trop présents, je ne vous ai pas vu en fait. Vous êtes trop voyants en fait. Mais voilà, c'est tout. Merci. Merci à vous six pour vos interventions. Merci pour les questions, c'était très, très riche. Et aussi la diversité de profils, parce qu'on a un peu stalké la liste d'inscrits et on était hyper fiers de voir que on mélange, peut-être enfin, je ne sais pas si on a le droit de le dire, un peu tout le monde. Donc merci d'être là, d'avoir pris le temps. On sait que le lundi soir, on a sans doute badminton ou poney aquatique à faire. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là et au plaisir d'échanger avec vous et les intervenants qui du coup seront dispo pour échanger pendant le temps. Voilà.